Bonjour, bienvenue sur Kaina TV pour notre émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Aïda Touiri. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, c'est un vrai plaisir d'être là. Plaisir partagé. Merci. Alors Aïda, vous êtes une des plus grandes présentatrices et animatrices du PAF, du paysage audiovisuel français. Vous êtes aujourd'hui la présentatrice des émissions comme Grand Public sur France 2, Cité Gagnant sur LCP. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette émission que vous êtes venue à Montpellier. Exactement, que je suis venue vous voir et que je suis venue à Kaina TV découvrir votre superbe studio. Et je pense que vous n'allez pas repartir. Vous allez aimer rester ici. Vous voulez dire que je vais habiter à la Paillade? Peut-être. Pourquoi pas, on ne sait jamais, on ne sait pas. Je vous invite à passer dans le salon pour rejoindre Nedjma. Avec plaisir. Juste avant, on va prendre le thé et les gâteaux. Ah bah ça je dis pas non, Ça moi je suis une plus- grande gourmande, Je vous donc laisse qu'est-ce prendre que je les fais? Je gâteaux. prends le thé, les gâteaux. Je vous laisse prendre les gâteaux, je pense qu'il est Ah beau. ça, vous connaissez les faiblesses des femmes. C'est vous qui les avez fait? Non, malheureusement, Quel c'est pas moi. dommage, il va falloir vous y mettre. Je préfère les manger plutôt que les faire. Ouais, moi aussi. Bonjour Nedjma. Bonjour Aïda, Ça va bienvenue sur notre plateau. Merci. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, vous êtes née en France, plus précisément à Villefranche-sur-Saône, Bravo. si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est la capitale du Beaujolais. C'est ça, j'ai cru l'entendre, oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel lien vous avez gardé avec votre pays d'origine, la Tunisie? Un lien très fort puisqu'une partie de ma famille est encore là-bas. J'ai des oncles, des tantes, des cousins. Mes parents sont toujours à Villefranche-sur-Saône, mais j'ai quand même une partie de ma famille là-bas, D'accord. en Tunisie, à Gendouba, qui alors, s'il y a des Tunisiens ou des Français d'origine tunisienne ou des Français de souche, comme on dit, qui nous regardent, Gendouba, c'est une petite ville à la frontière algérienne et c'est une ville très agricole. C'est vraiment la Tunisie profonde. Hein. C'est pas du tout Hammamet, Sousse, Djerba. Non, non, c'est vraiment la Tunisie du terroir. D'accord. Comme ce qu'on aime voir. Voilà, Le exactement. Maroc du terroir, l'Algérie du terroir. C'est ça, le Maghreb arabe uni, quoi. Exactement. Écoutez, vous êtes d'origine tunisienne. Ouais. Je suis d'origine marocaine. Et Nedjma est d'origine algérienne. Ah tiens, j'ai Donc, vécu en Algérie pendant où ça 4 ans. À Alger. À Alger. Vous avez aimé? Beaucoup. C'est beau, il faut découvrir l'Algérie. Vous étiez reporter là-bas. Ouais, Pour les médias. je suis allée pour le travail, ouais. Et concilier le travail avec des vacances, c'est comme des vacances quand même de vivre en Algérie. Ah non, c'est pas de tout repos travailler en journaliste en Algérie. Oui, mais vaut mieux travailler en Algérie sous le soleil qu'à Paris sous la pluie. Ah ça, je suis assez d'accord. Hein. Même à Montpellier, c'est pas mal aussi. 320 jours de soleil par an. Exactement. Je vous sers un thé, Ah oui, volontiers. Nedjma? Et pourquoi c'est Je pas veux vous bien. qui faites le service? Non, C'est ah moi, oui, c'est moi c'est qui d'accord, vais... ok. Allez-y, je vous en prie. C'est les hommes qui Je vous servent regarde. le thé. Non, mais je vous regarde, très bien. Faut pas me regarder, je vais stresser sinon. Attendez, faites-le à la Faites-le, marocaine, regarde. il faut le... Voilà, Exactement. voilà. Plus haut, Plus il y a de haut, mousse plus et haut. plus on dit qu'il y a de l'argent apparemment. Ah bon? Oui. Ah ben je vais en Plus faire c'est un haut, plus il y a maximum d'argent. alors. Plus il y a de mousse Ah, plus il y a de mousse, plus... Ah bah attendez. et plus il y a de l'argent. Donc t'as Il y a intérêt pas à beaucoup de mousse, à nous là. en mettre beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mousse, je trouve. Je vous en rajoute. Merci Mohamed, c'est gentil. Je vous en prie. Bon, c'est pas moi qui ai fait le thé. Merci beaucoup. Merci. Alors vous nous avez dit que vous avez encore une grande partie de votre famille en Tunisie. Ouais. Comment viviez-vous le trajet retour pour les vacances quand vous étiez petite? Parce que moi je me souviens quand j'étais petit, qu'on repartait au Maroc, c'était franchement rigolo. Est-ce que vous connaissez la chanson du 113 sur le bled? Oui. Tonton du bled. Tonton Bah, du c'était bled, oui. exactement ça. Avec la voiture C'est-à-dire on chargée. partait les pas la voiture, les Ah, j'ai stafettes. pas connu celle-là, moi. Ah si, les stafettes, le frigo, bon la famille bien sûr quelque part entre le frigo, les vêtements et les valises. Et c'était vraiment ça, c'était très folklorique. Très folklorique. Et puis la Tunisie c'est quand même un peu plus loin que le Maroc en voiture. Donc vous faites donc Lyon, Marseille, passez par l'Espagne, traversez la Vous preniez le Méditerranée, bateau en détroit du- Espagne? Ouais, jusqu'au Maroc. Après vous traversez toute l'Algérie. C'est un très grand pays. Et vous arrivez enfin en Tunisie, c'est-à-dire au bout de 6 jours. Ah oui, quand même. Voilà. Non, c'était une expédition. hein. Moi qui me plaignais des 3 jours Ah ouais, de trajet quand on partait au Maroc. Mais c'est étonnant que vous me dites que vous passiez par l'Espagne, le Maroc, puis traversez l'Algérie. Moi j'ai des amis tunisiens qui passent directement par l'Italie. Oui, mais ça coûtait plus cher. Ah. On Ah, a je fait peux à la plus bonne rien dire. franquette. Voilà. Et c'était pas trop ennuyeux? Vous étiez avec vos frères et sœurs? Ah bah non, ou- c'était un voyage extraordinaire. Enfin, on avait l'impression
Donc vraiment les aventuriers, quoi. C'était des aventures assez étonnantes. Et je me souviens d'une année où on était partis, en fait, dans les années 95-96. On avait traversé l'Algérie. C'était des années très difficiles. Et je me souviens de nos voisins algériens qui nous voyaient partir, mais limite la larme à l'œil en nous disant « il ne faut pas aller en Algérie, il y a des problèmes là-bas, il y a du terrorisme en ce moment, vous allez vous faire tuer ». Et mon père, avec son optimisme légendaire, qui disait « mais non, il ne peut rien nous arriver, on s'en remet à Dieu ». Effectivement, on a vécu des scènes assez Enfin, je me souviens vraiment de barrages de police. En fait, on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait, quoi. Et c'est des années plus tard, quand je suis retournée en Algérie, cette fois pour le travail, où je me suis dit quand même qu'il fallait être un peu dingue pour traverser l'Algérie comme ça en estafette, dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Mais bon, il nous est rien arrivé et c'est tant mieux. Au contraire, on a fait de très belles rencontres. On est allé dans des villages, justement, où les gens, de par la situation aussi, qui était un peu difficile, nous offraient l'hébergement pour la nuit, ne nous laissaient pas reprendre la route les mains vides. Enfin, c'était vraiment, comme je vous disais, c'était l'aventure, quoi. C'était la légendaire hospitalité maghrébine. Voilà. Elle est toujours Algérienne en d'actualité. l'occurrence. Maghrébine, pourquoi tout de suite du communautarisme? Mais j'ai les mêmes souvenirs que vous, parce que dans mon enfance, je partais en Algérie tous les étés. Et effectivement, j'ai le souvenir de barrages de police, de gendarmes. Et on ne savait jamais si on allait tomber sur un faux barrage ou non. Mais on s'en sortait avec la solidarité, effectivement, la gentillesse des gens là-bas. Si on retraverse la Méditerranée et qu'on revient en France... À Villefranche-sur-Saône. À Villefranche-sur-Saône. Vous avez du coup grandi là-bas? Oui, jusqu'à 18 ans. Après, comme c'est une ville qui est à 30 km au nord de Lyon, j'ai fait mes études supérieures à Lyon. C'est ce qu'on a vu, oui. Vous avez étudié du coup journalisme et psychologie? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai passé un bac S. C'était pas du tout mon truc, les maths. Mais j'avais un père qui rêvait qu'un de ses enfants soit médecin. Donc pour lui, il y avait deux métiers vraiment. C'était médecin ou prof. Donc il nous a vraiment poussé vers les études et ça, je l'en serai toujours reconnaissante. Et donc j'ai fait médecine, sauf que j'étais nulle en maths. Enfin, c'était... Donc j'ai beaucoup souffert pour passer un bac S. Et donc ensuite, je me suis inscrite en fac de médecine. J'ai raté ma première année de médecine. J'ai raté ma première année de médecine deux fois. Et puis au bout de 2 fois, en fait, à l'époque, vous ne pouviez pas repasser 3 fois. Donc ce qui m'arrangeait bien, parce que ce n'était pas du tout mon truc. Et après, donc, je ne savais pas trop quoi faire en réalité. Le journalisme, ce n'était pas quelque chose... j'y pensais pas forcément, parce que pour moi, c'était presque... c'était pas un but, quoi, parce que je connaissais personne, aucun membre de ma famille n'était dans le journalisme, mon père ne sait pas lire... ouais, c'est presque comme si je me l'interdisais. Et donc, je me suis inscrite en fac de psycho en me disant, voilà, mes études de journalisme de médecine vont forcément me servir. Et j'ai beaucoup aimé la psycho. La première année, géniale. Deuxième année aussi, en me disant, voilà, c'est super intéressant, on apprend plein de choses sur soi. Sauf que, en fait, je ne me voyais pas du tout soigner les gens par la parole, quoi. J'étais tellement dans le côté empathie, j'écoutais le parcours des gens. Et puis j'avais peur en fait d'une chose, c'est qu'en réalité, quand vous apprenez des théories, alors que ce soit Freud, Lacan ou d'autres, il n'y en a pas une qui se ressemble, quoi. Donc finalement, vous vous dites, mais alors, je fais comment pour... laquelle je dois prendre pour voilà, ça. donc je me disais, c'est quand même assez spécial. Et en fait, je suis venue au journalisme par le football. C'est-à-dire que j'étais une grande fan de foot, je reste une grande fan de foot. Et je me suis portée bénévole pour la Coupe du Monde en 98. Et c'est à l'occasion de la Coupe du Monde que j'ai été affectée au centre de presse. Et là que j'ai découvert le métier de journaliste. Et là que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce qu'on fait des rencontres. Il y a un côté psy quand même dans le journalisme. On est quand même toujours à l'écoute. Et puis c'est un métier où on écrit, où on communique, où on rencontre des gens. Et ça me plaisait beaucoup. Alors Fort Boyard, M6, pourquoi être passé de la radio à la télévision? Parce que finalement, c'est 2 mondes totalement différents. Pas tant que ça en fait. À la radio comme à la télévision, il y a quand même un côté immédiat que n'a pas la presse écrite par exemple. Le web, là, quand même un peu. Mais c'est pas pour rien que l'audiovisuel, ça regroupe et la radio et la télé. Pourquoi est-ce que je suis passée de France Inter à M6 ? C'est les hasards de la vie en fait. Moi, j'ai démissionné de France Inter pour pouvoir partir en Algérie. Et c'est quand j'étais en Algérie, en fait, qu'M6 m'a appelée via
En fait, l'histoire est un peu compliquée, mais pour la faire simple, quand j'étais à Lyon, j'étais pigiste pour l'équipe TV. Et le directeur de l'équipe TV m'avait plus ou moins repéré, et il est devenu ensuite directeur de M6. Et quand il est devenu directeur de M6, il m'a rappelé pour me dire voilà, j'aimerais beaucoup que tu travailles avec moi. Comme quoi, tout est question de rencontres qu'on peut faire dans la Ouais, vie. aussi, mais j'imagine qu'il ne m'aurait pas rappelé s'il n'avait pas aimé mon travail. Bien sûr. Et quelle est la différence entre la radio et la télé, selon vous? Alors la grande différence pour moi, c'est que la radio, on ne triche pas. C'est-à-dire que la voix, elle est primordiale. Vous pouvez passer beaucoup d'émotions avec la voix. Et puis, quelque part, la radio, elle vous accompagne partout. Vous pouvez la voir sous la douche, en train de dormir, dans la voiture. La télé, c'est pas encore ça. Après, ce qui est génial, je trouve, par rapport à la télévision, c'est qu'en radio, il suffit d'un téléphone. Vous avez un téléphone et vous passez en direct à la radio. En télévision, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus lourd. Il faut une caméra, il faut un faisceau pour être en direct. Par exemple, si là maintenant, imaginons, il se passe un truc, je sais pas moi, un avion qui s'écrase ou je sais pas quoi, vous êtes témoin de cet accident, vous prenez votre téléphone, vous racontez à la radio. Ouais. En télévision, il vous faut arriver sur place avec votre caméra, il faut le faisceau pour pouvoir envoyer, diffuser en direct. Aujourd'hui, il y a de grandes chaînes, excusez-moi, je vous coupe la parole, ouais, comme BFM ou ITV par exemple, qui incitent les téléspectateurs à filmer avec leur téléphone, avec leur téléphone, à leur envoyer. Et qui jouent sur l'immédiateté justement de l'information, ils jouent beaucoup sur ça. Exactement. Alors après, justement, la différence entre la radio et la télé, c'est que pour moi, la télé, il y a quand même l'image qui pollue un peu le discours. Là, je vous parle juste en tant que présentateur ou présentatrice. Quand vous êtes journaliste à la radio, vous en foutez de comment vous êtes, etc. Ouais. Quand vous êtes présentateur télé, en fait, ce qui est très étrange et ce qui est très déroutant au début, c'est que les gens regardent d'abord comment vous êtes, à quoi vous ressemblez, ce que vous portez, comment vous êtes coiffé, comment vous êtes maquillé. Et moi, il m'est arrivé au début, quand je commençais à faire de l'antenne à la télé, moi, ce qui m'intéressait, c'était le discours que je faisais passer. Et en fait, les premières remarques qu'on me faisait, c'était genre « Ah ouais, j'aimais pas trop comment t'étais habillée, ah, t'avais une mèche comme ci Et c'est vrai qu'on se dit « Mais t'as écouté ce que j'ai dit ?» Et il faut se rendre compte que la télé, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les gens, avant de vous écouter, ils vous regardent. Il y a le côté visuel qui est très important. Voilà, alors que la radio... ils vous écoutent et vous avez intérêt à être béton, quoi. Voilà. En télévision, ça passe à peu près. Par exemple, regardez les matchs de foot. On en revient au sport. Un match de foot, vous le commentez à la radio, vous n'avez pas le droit de vous taire. Oui. Il faut meubler tout le temps. Il faut dire ce qui se passe tout le temps. En télévision, vous regardez un match de foot, les commentateurs, il y a parfois des moments où il ne se passe rien. Il y a juste... Non, franchement, c'est jamais tout le temps des mecs qui parlent. Oui, il y a parfois de l'ambiance, des arrêts de jeu. Souvent, sur les arrêts de jeu, ça parle pas beaucoup. Ça parle pas, mais en radio, c'est pas possible, ça. Ils ont toujours une anecdote à dire en radio sur les joueurs, sur le staff technique, etc. Et au final, vous préférez quoi? Télé ou radio? C'est assez difficile, mais j'aime beaucoup le côté, justement, comme je vous dis, en radio, on triche pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas ce côté de l'image qui pollue. Et après, j'aime bien quand même la télévision, sinon j'en ferai pas. Sinon vous n'en ferez pas. Aujourd'hui, vous êtes sur LCP, sur aussi, oui. Vous faites le tour de France des associations. Oui, le tour de France des initiatives citoyennes, exactement. Des initiatives comme la vôtre, d'ailleurs, Kaina TV. Exactement. Donc vous faites le tour de France des banlieues, ce qu'on peut appeler les quartiers populaires. Ouais, pas que. Alors justement, c'est pas une émission sur les quartiers. Moi, quand on m'a proposé cette émission, j'ai été très claire. J'aurais dit, moi, je veux bien. Je trouve l'idée géniale, les initiatives citoyennes, parler des choses qui marchent au lieu des choses qui marchent pas, parce que le journal télévisé, c'est quand même ça. Je veux dire, c'est une litanie d'horreur. On vous annonce que des mauvaises nouvelles tout le temps. Et je leur dis, moi, j'adore l'idée, mais par contre, je veux pas que ça soit l'émission des quartiers, quoi. Il se passe des choses formidables dans les quartiers, mais l'idée, c'est quand même de mélanger les deux, de mélanger ce qui se passe en centre-ville, parce que les initiatives citoyennes, elles viennent de partout. Je vois pas pourquoi on donnerait finalement comme si c'était extraordinaire qu'il se passe quelque chose dans les quartiers, quoi. Mais si on regarde les médias aujourd'hui, et on regarde des émissions comme la vôtre, Cité Gagnant, on a l'impression que vous, ce que vous trouvez, c'est vraiment la perle rare. Et ce que les autres trouvent, c'est tout ce que tout le monde trouve dans les quartiers. Il y a une image péjorative des quartiers-là. Vous qui en avez fait le tour de France, de plusieurs quartiers, je veux dire, quelles sont vos réactions par rapport à ça? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans tous les quartiers, il y a des problèmes.
Je veux dire, c'est pas parce qu'on habite en centre-ville qu'on ne se fait pas agresser, qu'il n'y a pas de violence, enfin voilà, je veux dire, il y a des problèmes partout, simplement. Ce que je remarque, en fait, c'est que souvent dans les quartiers populaires, justement, comme il n'y a pas beaucoup de moyens, on est vachement plus inventif. Parce qu'on crée des choses, on invente des choses avec rien, quoi. Et souvent, c'est des idées géniales. Et pourquoi avoir choisi Kaina TV aujourd'hui? Parce que c'est quand même une télévision, une web TV qui existe depuis pas mal de temps, c'est pas d'aujourd'hui, alors qu'Internet, ça fait quoi? Ça fait 10 ans, 15 ans que ça existe. C'est une web TV qui est installée depuis un bail, qui fait partie aujourd'hui de l'identité du quartier, qui est implantée, enfin voilà, au cœur de la cité et qui fait partie, enfin qui fait travailler qui fait intervenir des habitants, des bénévoles. Et là, ce que je vois et que les téléspectateurs voient pas forcément, c'est qu'il y a des personnes de tous les horizons, de tous les âges qui viennent ici. Je trouve ça formidable. C'est un formidable vecteur de mixité. Et est-ce que des initiatives comme dans les quartiers, par exemple, là on vient de sortir des départementales. Ouais. On a vu que le FN a fait un très beau score. Un gros score, malheureusement. Même dans le quartier, ici à La Paillette, ils ont fait un bon score. Est-ce que des initiatives comme Kaina, comme toutes celles que vous avez filmées avec votre émission, elles peuvent aider à décréditer cette montée du Front National qui est aberrante aujourd'hui? J'aimerais bien vous dire oui, mais j'ai pas la clé. Et je pense que la montée du FN, elle participe aussi d'un environnement politique, social, qui est très différent de ces dernières années. Je veux dire, il y a eu le 11 janvier, il y a quand même eu un contexte qui a favorisé la montée du Front National. Donc vous pensez clairement que les attentats de Charlie Hebdo ou encore les attentats un peu cités... Ça n'a pas commencé avec Charlie Hebdo, hein, soyons clairs. Non, bien sûr, et l'affaire Mera, et on pourrait remonter encore plus loin. Contribue à la montée du Front National aujourd'hui en France? Moi, je pense que la montée du Front National, c'est l'échec des autres politiques aussi. Il y a une partie de l'électorat du FN qui vote FN, pas forcément parce qu'ils sont foncièrement racistes. Souvent, d'ailleurs, ils ont des amis étrangers, enfin, voilà. Et je pense qu'il faut dire aux gens que le FN n'est pas forcément un parti comme les autres, quoi. C'est un parti qui a été démocratisé par Marine Le Pen. Le discours, elle séduit beaucoup, c'est vrai. Moi, j'ai connu la fin de Jean-Marie Le Pen. Il n'est pas fini encore, hein. Il n'a pas dit son dernier mot, je pense. La fin, je pense, je parle en politique. Ouais. Et le discours qu'avait Jean-Marie Le Pen et le discours qu'a sa fille aujourd'hui Marine Le Pen, il a vraiment été dilué. Après, est-ce que dans le fond, c'est le même? Je n'ai pas vraiment regardé. Mais dans la forme, il a vraiment été dilué, moi je trouve. Jean-Marie Le Pen, il y a encore hier ou avant-hier, a repris son discours sur les détails de l'humanité, l'histoire. Ouais. Et sa fille s'est empressée d'affirmer qu'elle n'était pas d'accord avec les propos de son père et que ses propos n'engageaient que son père et non pas le Front National. Et vous avez parlé tout à l'heure des attentats de Charlie Hebdo. Il y a récemment eu les attentats au musée Bardo. En Tunisie, d'origine tunisienne. Et je voulais vous montrer une image de Libé. Le fameux article qui a tant fait parler. Voilà. C'est fini la Tunisie, c'est fini le tourisme. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cela? C'est typiquement le genre de titre qu'on met pour accrocher le lecteur et qui reflète pas forcément tout le contenu de l'article, mais qui fait beaucoup de mal quand on le lit comme ça. Ouais. Ça vous a fait mal, vous? Ça vous a touché? Je me suis dit, je connais un peu les ficelles du métier, je me suis dit, voilà, ils ont mis un titre un peu accrocheur, en plus c'est entre guillemets, donc les gens, je ne sais pas si les gens décodent vraiment que ce qui est entre parenthèses, voilà, ce qui est entre guillemets, c'est une citation et que donc ça reflète une opinion d'une personne, mais qu'on met comme ça en titre, et donc c'est comme si c'était l'opinion de tout le monde, et du coup quand on lit ça, on se dit, ah ouais, c'est fini le tourisme, c'est fini la Tunisie. Je trouve ça pas très malin, quoi. Et comment vous l'avez vécu, l'attentat du musée Bardo? Un choc, une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense que personne peut dire aujourd'hui c'était couru d'avance. C'est vrai qu'on a beaucoup cru à la révolution tunisienne, ce petit pays qui sortait de 25 ans de dictature. Moi, il se trouve que j'étais en Tunisie quelques semaines avant la chute de Ben Ali. Et pour moi, c'est vrai, quand j'allais en Tunisie, on ne parlait jamais de politique en famille. On ne parlait jamais de politique parce qu'on avait toujours peur qu'il y ait des oreilles qui traînent. Et quand Ben Ali est parti, moi j'y suis allée tout de suite après pour 66 minutes justement, et j'ai découvert vraiment mon pays d'origine, quoi. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai découvert la Tunisie. Je m'étais jamais sentie aussi fière d'être tunisienne
Parce que j'ai vu vraiment des gens qui... C'est comme une cocotte minute en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment pendant 25 ans, ils ne pouvaient pas parler et tout. Et du moment où effectivement Ben Ali est parti, alors là c'était simple, vous mettiez une caméra et il y avait 15, 20 personnes qui venaient mais pour vous parler quoi. Pour dire voilà, moi j'ai un truc à dire, voilà, je voudrais dire ça, pendant 25 ans j'ai rien dit et maintenant je peux le dire. C'était super émouvant. Moi, je me souviens de la Tunisie sous Ben Ali, il y avait des photos de lui partout, c'est bien ça? Ouais, c'est le principe de la dictature. Et j'avais rencontré plusieurs personnes qui m'avaient dit que leur frère ou leur oncle avait été emprisonné parce qu'ils avaient osé parler du président ou le critiquer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Tunisie est le seul pays, c'est ce qui se dit, qui ait réussi son printemps arabe et qui soit donc en voie de démocratie? J'aimerais bien vous dire oui, hein. Mais je pense qu'il y a quand même des dangers qui guettent la Tunisie, qui guettent beaucoup de pays arabes et musulmans. Effectivement, il faut pas se laisser euphoriser par une démocratie naissante. Après, il faut aussi tirer certaines leçons de l'histoire. Quand on regarde la Révolution française, par exemple, 1789, grande révolution, abat la noblesse et le clergé. Mais 3 ans plus tard, il y a eu quand même la terreur. Donc, faut se souvenir que voilà, à chaque révolution, il y a quand même souvent un contre-coup, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément très belles, mais qui permettent aussi d'avancer. Donc j'espère que la Tunisie est sur cette voie-là. Et vous avez d'autres anecdotes de vos émissions, que ce soit 66 minutes, Grand Public, Cité Gagnant, le 12-45, quand vous étiez sur M6? Je me souviens d'un 12-45 où on avait eu un problème technique terrible. Et où je me suis retrouvée, donc j'arrive en studio et l'antenne est dans, je sais pas, 10 secondes. Et en fait, on me dit à l'oreillette, Aïda, on a un gros problème, on n'a aucune image. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet qui part. Et il faut quand même, le journal fait 12 minutes, donc... faut meubler, ouais. Donc, et là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, j'ai fait un journal radio, quoi. C'est-à-dire que j'ai dû meubler le temps qu'on trouve un programme de remplacement. Ça m'a paru extrêmement long. Extrêmement long. Et des fous rires? Des fous rires aussi, ouais. Et des fous rires aussi, ouais. Sur le JT, justement, le direct, il y a ce côté spontané qui fait que, voilà, si vous vous marrez, y a pas, vous pouvez pas couper, puisque, voilà. Mais il m'est arrivé des fois où, effectivement... Parce que moi, j'ai vu J'ai fait le zapping, les bêtisiers, tout ça, j'y ai droit. J'ai vu une émission qui date maintenant du 1er février 2011. Ouais. Vous vous souvenez pas du tout? 1er février 2011, dit comme ça. C'était un 12-45. Ouais, les empreintes digitales. Exactement. Ah bah ouais, c'est avec ça que... Ouais, parce qu'on vous voit... Ouais. Essayer de rester sérieuse, mais j'y arrive pas. Ouais. Non. Ça doit être super difficile de résister, de se contenir. Moi, j'aurais d'abord surtout qu'à l'oreillette, on sent bien que derrière, ça rigole. Ça rigole, ouais. Donc, on essaie de garder son calme, et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, voilà, ça va. C'était pas sur un événement non plus où j'annonçais des morts, donc... Non, mais après, il y avait l'histoire depuis. Le sujet d'après, il était... Ouais, mais ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts. C'était pas très Il n'y avait pas mort d'homme. Non, mais c'était terrible. Ouais, c'était terrible. Vous avez fait finalement une très belle carrière, on peut le dire. Mais à quoi vous aspirez? Qu'est-ce que vous aimeriez être? Où est-ce que vous aimeriez être dans 10 ans? Franchement, je ne sais pas trop, parce que ça va tellement vite. Il y a 10 ans, la TNT n'existait pas. Oui. Aujourd'hui, le paysage audiovisuel français, il est complètement transformé par la TNT. Donc honnêtement, je ne sais pas quoi. Ce qui m'éclaterait, c'est de faire une émission que j'aime. Je crois que c'est ça le principal objectif, en fait. Il ne suffit pas d'être sur une grosse chaîne si vous ne présentez pas une émission qui vous correspond. Justement, vous avez quitté M6 et vous avez raconté lors d'une interview accordée au Buzz TV que c'était un choix que vous assumiez parce que vous vouliez laisser consacrer plus de temps, de choix et de place à la culture et au reportage. Est-ce que c'est réussi aujourd'hui avec Cité Gagnant? En fait, j'ai quitté M6 pour plusieurs raisons, mais aussi parce que j'avais envie de changer, quoi, tout simplement. Au bout de 7 ans à faire la même chose, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie d'explorer d'autres domaines et de me mettre aussi peut-être un petit peu en danger. Donc, comme j'ai eu cette proposition de France 2, je me suis dit, voilà, le timing est bon, pourquoi pas, quoi. D'explorer d'autres domaines, est-ce que le cinéma, ça vous fait envie? À moi, faire du cinéma, non. Oui. Non, je suis pas du tout comédienne, moi. Non, c'est pas du tout une ambition chez moi. Mais vous êtes une grande amatrice de cinéma. Ouais, j'adore le cinéma, mais je suis pas... je me vois pas faire l'actrice, non. C'est 2 métiers différents, quoi. Et Quentin Tarantino?
Ah ouais, non, mais alors si Quentin Tarantino me Quentin demande, Tarantino, s'il a fait. là, je veux bien Là, faire je une vais exception. participer. Bon, on va vous faire un petit jeu alors. Ouais, là, D'accord. c'est Un la petit petite jeu. parenthèse Parce que- cinématographique. On entend partout. Oh là là, alors là, ça vous sent le dites piège, partout j'ai un que peu vous peur. connaissez les répliques par cœur de Quentin Tarantino. Ah, j'adore, ouais. Donc, je vais vous dire des répliques. Il y en a une que j'aime, enfin moi, mon film culte, c'est Pulp Fiction. Donc après, si Bon, c'est on l'a des... pas sorti, on savait que c'était le vôtre, on l'a pas Ah sorti. merde, excusez pas. On va vous dire des répliques, il va falloir nous dire de quel film ça Vous fait. êtes conscient que je peux faire un bide, là? D'accord, C'est pas grave, on est entre nous. ok. Alors, ça me plaît bien comme philosophie. Quand Warren envoie, toi tu bois. J'ai envoyé, alors à votre santé. Vous pouvez me le sortir en anglais? Parce que je le regarde en VO, le film. On les a pas mis. hein. Là, ça me... Ouais, non, ça me parle pas tout de suite, là. C'est Boulevard de la Mort. Ah... On aurait dû penser à le mettre en anglais, mais on savait pas que vous regardiez en VO. En plus, Warren, c'est... Ouais, non. Non, Ça parce vous que dit rien si, mais c'est plutôt une histoire de nana, quoi. Boulevard de la Mort. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah bah voilà, vous me proposez des trucs que vous avez pas vus. Non. Mais c'est pas nous qui sommes femmes de Tarantino. Voilà, moi, on dit pas partout qu'on est fan de Tarantino. Ok. Moi c'est Spike Ok, Lee. ok, vas-y, passe à Moi la je suis suite, Spike vas-y. Lee. Tuer des blancs et se faire payer pour ça, il n'y a rien à dire. Tuer des blancs et se faire payer pour ça, c'est pas Pulp Fiction, justement? Jackie Brown? Non plus. Le troisième. La troisième, Oh là là, Je vous aide, il est Ça- tout récent. Ouais, il est récent celui-là. Ah bah c'est Django Unchained. Django Unchained, exactement. Est-ce que votre rêve c'est de tourner avec, d'interviewer ou Quentin Tarantino? Je l'ai fait déjà. Vous l'avez fait? Ouais, je l'ai fait, je l'ai rencontré à Cannes et je l'ai interviewé Ah, à Paris. super. Et alors? Et alors Ah bah j'étais comme une gamine. Hein. C'est vrai? C'était vraiment votre rêve Comme lui, de, tout à l'heure, Ah ouais, moi j'aime vraiment beaucoup son Balance cinéma. pas, ça c'est les off. Non, j'aime beaucoup son cinéma, vraiment. Vous avez commencé la télé chez M6, c'était Bloc 6 je crois. Ouais. C'était comment votre première? Vraiment la première? Ah bah c'était tout C'était du pourri. direct? C'était le début des blogs en plus, donc c'était un programme court qui faisait 3 minutes et dans lequel on devait... alors voilà, on proposait en fait, si vous voulez, tous les jours un thème sur le blog et les internautes devaient poser les questions et nous on prenait les questions des internautes et on allait les poser à un expert dans le domaine concerné. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un petit mois et après j'ai été intégrée à la rédaction et ensuite 66 minutes. Vous avez fait 66 minutes avant le 12-45? Ouais, C'est deux choses différentes quand même. ouais, mais complémentaires. Le hot news, donc l'actu chaude, le direct et le magazine avec 66 minutes. Un très bon magazine d'ailleurs. Ouais. Notre émission touche à sa fin. Merci Aïda Quel d'être, dommage, d'être c'est passé venue. vite. Bah oui, ça passe vite. Hein. Alors, on va vous laisser signer le livre d'or. Tiens. Bah merci à vous, c'était très agréable et ben je vous souhaite. Et puis on a deux cadeaux. Oh, le petit Petit souvenir souvenir de Kaina TV. J'adore. Il nous faudrait un stylo par contre, Ah, si on peut super. l'équipe technique. Ah non, je suis très contente, j'aime bien votre t-shirt. Et alors celui-là, je le kiffe. Pour l'émission. Ah mais celui-là, il est super bien. J'adore. Pas mal, hein? Il vous va très bien. Il Ouais. va très bien. Eh ben, j'espère vous voir le porter dans la prochaine Carrément. Cité Gagnant. Et je vais le tweeter même. Eh ben, je vous mets au défi. Ouais, bah, je vous mets au chiche. défi de Ah le bah, porter chiche. à la prochaine Ah ouais. Cité Gagnant. Pas un prochain cité gagnant parce que si je vais à, je sais pas, Bordeaux, c'est pas très cool pour les Bordelais. Alors il faut nous dire maintenant, devant la caméra, devant des millions de téléspectateurs, ah, on est suivi partout dans Non, le je monde. vais le porter, je vous promets. Voilà, suivez-moi sur Twitter et vous aurez la photo bientôt. Ou Instagram, ou Facebook. Parfait, on regardera ça alors. Voilà. Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Merci beaucoup. Bon, merci Aïda d'être Merci beaucoup. venue Et merci pour chez les Kaina t-shirts. TV. On espère que vous les porterez du coup. On peut manger les gâteaux? Allez, Allez-y, je vous en servez-vous. prie. Et j'en profite pour rappeler à tous nos Kainotes que vous pouvez retrouver l'émission sur www.kaina.tv. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao, ciao!